Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda FM. rajo bi ngeen doon xaar ngir matal seen yaakaar. Alfayda, c'est la référence. Boucotte Nord, Boucotte Sud, dans la commune de Ziguinchor, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 23 octobre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Ouverture de la saison touristique, un premier vol de 150 touristes a foulé le tarmac de l'aéroport international du Cap Skirring et l'aéroport de Ziguinchor sera bientôt livré. Les travaux sont réalisés à 95% selon le directeur général de l'AIBD. Lancement officiel des opérations de production de l'usine Sonacos Ziguinchor, 2 ans après l'arrêt de ses activités, avec une ambition de faire un volume que la Sonacos n'a jamais fait au Sénégal. Le rêve, source de pensée chez les philosophes. La tradition musulmane la plus orthodoxe considère le rêve comme un message divin. La nuit, difficile d'échapper au phénomène des rêves. Le reportage de Ndeye Fatou Cissé à suivre dans ce midi. Sur l'international Soudan, plus de 70 morts en 2 jours selon des groupes pro-démocrates et des secouristes bénévoles. Le pays est le théâtre depuis avril, une guerre entre 2 généraux. Et puis sport CAN Beach Soccer égyptienne, les affiches des demi-finales sont connues. Maroc, Mauritanie et le Sénégal défiera le pays hôte, l'Égypte, un remake de la finale de 2022. La revue des quotidiens dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute et de développement. C'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Je vous dis bonjour. Kodosek Keneme assure les opérations techniques. L'ouverture de la saison touristique 2024-2025 a été marquée par l'arrivée du premier vol avec à bord 150 passagers à l'aéroport international de Cap Skirring. Mohamed Sagna a assisté à l'atterrissage du vol. Voici son compte rendu. C'est vers 12 heures que l'appareil de la compagnie Transvia a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Cap Skirring. Cet atterrissage marque l'ouverture de la saison touristique 2024-2025. Les touristes qui étaient à bord de cet appareil n'ont pas manqué de livrer leurs sentiments. C'est bien, il fait beau et j'ai hâte de passer cette semaine ici. Je suis très heureux d'être enfin arrivé au Sénégal, à Cap Skirring, et puis j'espère qu'on va passer 10 jours très sympas. La Casamance, que je connaissais pas, les mangroves, on m'a dit, la pêche, le golf, le soleil, et puis la rencontre avec les Sénégalais. Jusqu'à découvrir le Sénégal avec les enfants, voilà. Avec toute la famille qui est là. Le développement de ce secteur constitue une priorité pour les autorités du tourisme au Sénégal. Ils feront un séjour d'une dizaine de jours, ils repartiront, d'autres viendront. Ce sera à flot jusqu'aux 6 mois à venir. Donc notre ambition, c'est de davantage développer ça, qu'il y ait des vols de plus grande envergure. Et pour ce faire, il faut étendre le Club Med, il faut des travaux sur l'aéroport Cap Skirring pour obtenir cela. Le directeur général de l'AIBD, qui a pris part à la cérémonie officielle de lancement, nourrit l'ambition de développer un réseau d'aéroports régionaux dynamiques en cohérence avec les orientations stratégiques de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Le Sénégal aujourd'hui est dans une phase active. Nous allons faire aimer ce pays-là parce que nous allons être rigoureux comme le veut le président de la République, engagé, déterminé à asseoir une culture de la transparence mais surtout de l'efficacité pour faire en sorte que non seulement les Sénégalais aiment ce pays parce que nous avons un très beau pays, mais surtout que nos partenaires comme le Club Med qui participent fortement au développement du tourisme et de l'économie puissent aussi se sentir à l'aise et intégrés dans le dispositif global de développement. C'est parti pour 6 mois d'intenses activités touristiques dans la belle station balnéaire de Cap Skirring, d'où vous a parlé Mohamed Sagna pour Alfayda FM. L'aéroport de Ziguinchor à Mohamed Sagna sera bientôt livré. Les travaux sont réalisés à 95% selon Cheikh Bamba Dieye. Le directeur général de l'AIBD, il a fait cette annonce en marge de l'ouverture de la saison au Cap Skirring. Ses propos sont recueillis par Mohamed Sagna. Nous espérons dans les mois et les jours à venir. Cela voudrait qu'aujourd'hui les travaux sont à plus de 95% terminés. Et vous savez le rôle que Ziguinchor et l'aéroport de Ziguinchor jouent dans la promotion de l'activité économique dans la région et surtout aussi un relais pour connecter encore davantage la Casamance avec tout le reste du pays, avec le nord, le
le sud, l'est et l'ouest. Et c'est extrêmement important que cet outil de communication, mais surtout cet outil de développement et d'intégration puisse se réaliser. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier véritablement l'engagement du président de la République, du Premier ministre et de notre ministre M. El Malick Ndiaye pour faire en sorte que ce bijou soit livré aux populations de Casamance. C'est un aéroport neuf et pour lequel AIBD va faire les choses en grand. Nous allons le moderniser et en faire l'un des aéroports les plus modernes du Sénégal. Et tout ceci pour montrer aux populations de Casamance, particulièrement de Ziguinchor, qui peuvent être fiers d'avoir un outil comme cela, mais d'avoir aussi l'engagement de l'État du Sénégal, du président de la République et de tout le gouvernement pour leur donner un outil de qualité. Et vous allez être surpris en termes d'innovation pour ce qu'on est en droit d'y apporter. À l'instant, Cheikh Bamba Dièye, le directeur général de l'AIBD, qui a assisté à l'atterrissage du premier vol Ziguinchor. Nous y sommes et nous y restons. Redémarrage des opérations industrielles à la Sonacos à l'arrêt depuis 2 ans. Les machines reprennent service à l'usine Sonacos Ziguinchor. Le directeur général Elhadji Néné Diagne a visité les installations de l'unité industrielle et a pu constater le redémarrage des opérations. Aujourd'hui, il s'agit du lancement officiel des opérations de production au niveau de l'usine de Sonacos Ziguinchor. La dernière fois que nous sommes passés ici, nous vous avions dit que notre focus, c'était le redémarrage industriel de la Sonacos. Ces usines sont restées pendant plus de 2 ans sans activité. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'annoncer que l'usine de Ziguinchor a officiellement repris la production. Et aujourd'hui, rien qu'au démarrage, nous sommes à plus de 320 recrutements de nouveaux saisonniers qui viennent d'arriver. Pour nous, c'est une autre façon de redémarrer non seulement l'industrie à Ziguinchor, mais aussi de faire revivre l'économie par les recrutements et la production industrielle. Il n'y a pas de nouveaux repreneurs. Il faut comprendre qu'un certain type de gestion nous avait amené à vraiment mettre la Sonacos, il faut le dire, à terre. Aujourd'hui, quand on est arrivé, la chanson qu'on entendait le plus, c'est que les machines de la Sonacos ne sont pas bonnes. Personne ne croyait, je dis personne, ne croyait qu'avec ce qui existait, nous, on allait redémarrer les machines et reprendre la production. Et on a fait seulement avec l'existant et les petites ressources que nous avons, on a pu redémarrer les machines. Il n'y a pas eu de nouvelles installations. Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour avoir un financement pour acheter de toutes nouvelles machines, renouveler l'infrastructure de la Sonacos. Je pense qu'on est déjà à des lendemains meilleurs parce que personne ne pense qu'aujourd'hui, à cette date, on allait plus redémarrer l'usine. Et on y est déjà. On a repris les recrutements et on va continuer ainsi en entrant carrément au cœur de la campagne. Ça s'annonce déjà. Donc pour nous, on a fait l'analyse des capacités industrielles que nous avons. On est en train de travailler sur l'optimisation pour nous assurer d'avoir un flux correct de production, bien sûr avec l'abnégation et la participation des collaborateurs et arriver à destination de là où on va arriver avec la société. À l'instant, le directeur général Elhadji Néné Diagne. Une visite d'imprégnation de terrain de Mme Diarra Sow, directrice générale de l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal dans la capitale du Fouladou, après avoir constaté l'ensemblement du fleuve Casamance. Elle promet la revitalisation du fleuve l'année prochaine. Elle est ici au micro d'Aliou Ciss. L'objectif de la visite, c'est surtout s'imprégner des problèmes qu'il y a au niveau de la région de Kolda, pas seulement au niveau de la commune, parce qu'on va descendre demain vers Vélingara, mais aujourd'hui spécifiquement, on est sur le pont de Kolda. Le fleuve Casamance traverse le pont pour un peu s'enquérir de la problématique d'envasement, de sédimentation du lit du fleuve, mais aussi d'occupation des berges, pour voir avec nos projets structurants en matière d'aménagement des eaux, ce qu'on peut faire au niveau du fleuve Casamance, ici au niveau de Kolda. Avec l'implication des usagers, avec l'implication des populations, on va avoir une approche beaucoup plus exhaustive, une approche beaucoup plus inclusive et participative pour bien mener la gestion de l'eau sur l'ensemble du bassin versant du fleuve Casamance. Parce qu'on l'a dit depuis hier, le projet que l'on a, c'est pas un projet par sous-bassin, c'est un projet d'aménagement global. Comme c'est le cycle de l'eau et les écosystèmes des bassins versants, la plupart du temps, il y a des interactions. On ne peut pas aménager une seule partie et laisser l'autre. Si on le fait, on n'a pas de résultats impactants. Ce qui fait qu'avec l'aménagement global, on peut arriver à une bonne gestion de la ressource en eau, une gestion rationnelle, mais aussi une gestion concertée, une gestion participative, avec comme volet aussi la restauration des écosystèmes. Parce que sur tout le long du fleuve Casamance, comme on l'a constaté avec l'ensablement, avec l'envasement, avec l'occupation anarchique, on voit que l'écosystème meurt. Le fleuve, au niveau du passé, la pêche était effective dans le lit du fleuve, mais actuellement, ils ne peuvent plus faire la pêche parce qu'il n'y a pas
pas d'eau durant la saison sèche. Là, actuellement, les eaux que l'on a dans le fleuve, c'est essentiellement les eaux de ruissellement qui sont captées un peu grâce à la pluviométrie. Mais une fois la saison sèche, on voit l'assèchement de ce cours d'eau. Et quand il y a assèchement, l'écosystème meurt. Les activités socio-économiques qui se déroulent tout autour du plan d'eau ne peuvent plus se faire. Donc, ce sont ces différents éléments qu'on a recueillis aujourd'hui avec l'association des usagers des lacs et cours d'eau. Et je rappelle que aussi cette association, on l'a un peu partout. L'objectif de ce travail de collaboration, c'est surtout en matière de gestion intégrée des ressources en eau, on inclut cet aspect participatif. On ne peut pas gérer une ressource sans pour autant inclure tous les usagers, toutes les associations qui travaillent autour de la ressource. Pour une gestion efficiente de l'eau, on est obligé de travailler en collaboration. Pour une gestion efficiente de l'eau, Madame Diarra Sow, directrice générale de l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal, en visite dans la capitale du Fouladou. Le directeur des industries de la pêche a pris part à l'atelier de formation à l'endroit des inspecteurs en charge du contrôle de l'inspection et de la certification des produits de la pêche destinés à l'exploitation ou provenant de l'importation. Abdoulaye Diouf, que je propose d'écouter. Cet important atelier à l'endroit des inspecteurs de l'autorité compétente du Sénégal en charge du contrôle de l'inspection et de la certification des produits de la pêche destinés à l'exportation bien provenant de l'importation. Avec les moyens limités, que ce soit les moyens en ressources humaines, mais également les moyens financiers, procéder à l'inspection ou bien à l'analyse tout azimut ne serait pas efficace ni efficient. C'est pourquoi on voudrait changer de paradigme en basant notre système d'inspection et de contrôle sur l'analyse des risques. Pourquoi l'analyse des risques? L'analyse des risques a trois composantes. Il y a non seulement l'évaluation, il y a la gestion, mais il y a également ce qu'on appelle la communication. Les évaluateurs des risques, ce sont les universitaires et les centres de recherche, les laboratoires. Nous, autorités compétentes, nous sommes gestionnaires des risques. On doit se baser sur les données que donnent les scientifiques, notamment les laboratoires et les universitaires, pour pouvoir fixer avec nos juristes des limites réglementaires et contrôler si ces limites sont respectées ou pas. Maintenant, avec les moyens qui sont limités, on ne peut pas tout contrôler. Donc on sera obligé de faire ce qu'on appelle une discrimination, mais basée sur l'analyse des risques. Je donne un exemple. Si je dois contrôler des aliments destinés à des nourrissons et des aliments destinés à des adultes, je vais beaucoup plus faire focus sur l'aliment destiné aux nourrissons, puisqu'ils sont plus vulnérables. Si je dois faire des contrôles sur des aliments destinés à la consommation à l'état cru et des aliments destinés à la consommation après cuisson, je vais beaucoup plus faire focus sur des aliments crus, qui comporteront beaucoup plus de dangers que les aliments cuits. Donc c'est pourquoi on réunit les inspecteurs pour au moins pouvoir les former et les mettre à jour par rapport à ce qu'on appelle l'analyse des risques, mais le calquer par rapport au contrôle et à l'inspection qui est vraiment leur cœur de métier. Malheureusement, pour le cas du Sénégal, les statistiques ne vont pas dans ces détails pour dire que ce sont les maladies d'origine alimentaire qui sont à l'origine du tiers ou bien des 2/4 des décès. Mais au niveau mondial, il est reconnu qu'une personne sur 10 tombe malade chaque année à cause de l'aliment qu'il a eu à consommer. Donc c'est alarmant. Et on ne sort pas du cadre mondial. Nous sommes dans le monde. Et avec la prolifération de l'alimentation de rue, nous sommes beaucoup plus exposés aux différents dangers et donc aux différentes maladies inhérentes à la consommation de ces aliments-là. Peut-être dans le cadre du One Health, le Sénégal arrivera à au moins dire que les aliments, maladies d'origine alimentaire, contribuent à hauteur de 30% du taux de mortalité. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Sissé, studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit sur la référence détérioration des tableaux. L'inaccessibilité à certains endroits, toilettes impraticables, manque de sécurité. Voilà les mots dont souffre le CM Moustapha Ndiaye de Ndorong, le principal de cet établissement. Modiba lance son appel au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Pour un peu faire la situation de notre établissement, une situation quand même déplorable, vu le changement climatique, vu également les réalités de cet hivernage, nous avons d'énormes difficultés à pouvoir commencer, en l'occurrence le slogan Obitei Djangtei. Et cela est causé juste par l'inondation, par la présence des eaux dans les salles, l'humidité, la détérioration des tableaux, l'inaccessibilité à certains endroits de la cour de l'école. Et ce sont les différents problèmes que nous rencontrons présentement. Les élèves, pour accéder au lieu pour boire, c'est quasi impossible. Les toilettes sont impraticables, voire inaccessibles, compte tenu de l'eau et des herbes. Voilà, donc toutes les portes des 13 classes ne se ferment pas.
quelques-unes ne peuvent pas se faire, mais d'autres sont sans porte. Cela cause également des vols, des pertes de table-banc ou bien des enfants qui viennent y jouer. Et là, c'est extrêmement difficile. Il y a également des pertes de matériel énormes et nous avons subi plusieurs cambriolages l'année passée, à savoir des cahiers de texte volés, enlèvement des portes et des fenêtres, ce qui nous a conduit cette année à renforcer davantage la sécurité au niveau de ce bloc administratif. La salle informatique, c'est une salle qui n'est pas peut-être utilisée, c'est juste une salle de réunion. Mais cette année, compte tenu de la situation, la salle des profs est extrêmement détériorée. Il y a des eaux jusqu'à présent, les toilettes, l'odeur est nauséabonde. Donc nous avions décidé de déplacer cette salle des profs dans la salle informatique. Malheureusement, c'est encore pire parce que compte tenu des grèves des élèves l'année passée, en jetant des pierres, ils ont cassé l'ardoise et il y a beaucoup de trous et ça empêche véritablement de faire fonctionner la climatisation et on est en train de procéder aux réparations pour pouvoir gérer ça. La salle elle-même, elle est inondée compte tenu de ces défauts-là. Le secrétaire général de l'APE du CEM, Moustapha Ndiaye Cheikh Abdou Khadr Jeylani, dit avoir interpellé toutes les autorités compétentes pour leur faire part de cette situation catastrophique que traverse cette école. Cheikh Abdou Khadr Jeylani au micro de Cheikh Tidiane Diagne. L'année dernière, à pareil moment, personnellement, j'ai pris la parole parce qu'il y avait un point de presse ici. On a interpellé toutes les autorités, on les a interpellées pour leur faire part de la situation de cet établissement-là, dont l'État laisse à désirer. Alors, pour moi, les premiers responsables, ce sont ceux qui travaillent ici, à savoir les principaux qui ont eu à passer ici et les professeurs. Parce que quoi qu'on puisse dire, chaque année, l'école avait un budget. Parce que les élèves s'inscrivaient avec 10 000 francs. C'est simplement cette année-ci et l'année dernière qu'on a diminué les inscriptions. Donc ils auraient pu s'occuper des fenêtres, des portes et autres. Mais ils ne font absolument rien du tout. Le personnel qui est là. Le personnel qui est là, à commencer par le principal et les professeurs qui travaillent ici. Mais comment se fait-il qu'ils veuillent même travailler dans ce cadre-là? Ça, c'est pas l'affaire des élèves. Parce qu'eux, ils sont plus responsables que les élèves. Ce sont eux qui doivent guider les élèves. C'est ça. Nous, ce que nous proposons, on doit d'art s'occuper des classes. Parce que Ibrahim Diouf, ils ont commencé à travailler. Ici, les classes ne sont pas disponibles. Depuis le début de l'année, depuis le 3, je suis là. Chaque matin, je suis là. Il va falloir qu'on s'occupe des classes, l'intérieur des classes, le plus rapidement possible. Et on évolue le nombre de tables-bancs et combler le déficit de tables-bancs le plus rapidement possible pour que les élèves puissent entrer dans les classes. Et le reste, on va savoir comment est-ce qu'on va régler. Il est bien vrai que le principal vient de dire qu'il y a des gens qui ont intervenu. Mais regarde, à pareil moment, eux, depuis le lycée Ibrahim Diouf qui est là, mais les enseignants qui sont là-bas, ils sont presque depuis le mois de septembre, ils sont là en train de travailler. Moi, j'habite en face. Les sapeurs-pompiers sont venus là-bas. Depuis un mois, ils sont en train de travailler là-bas. Mais ici, c'est avant-hier que les sapeurs-pompiers sont venus. L'eau est là en pagaille. Le problème qui se pose actuellement, on n'a qu'à réfectionner le plus rapidement possible l'intérieur des classes. Le CEM Moustapha Ndiaye de Ndorong à l'école Joseph Baldé de Kolda, où l'association des anciens élèves de l'école Génération 80 a procédé à la remise de fournitures scolaires aux 3 meilleurs élèves de chaque niveau. Ils sont au total 36 élèves. Daoud Diallo au micro de Papa Kadjali Badji. Ce geste-là, nous l'avons fait parce que tout simplement aujourd'hui, comme je l'ai dit lors de la première édition, dans cette école, nous avons eu à apprendre tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Cette école nous a formés, donc nous avons le devoir aujourd'hui de rendre à cette école ce qui nous a rendu, donc ce qui nous a donné. Donc c'est pourquoi nous avons eu l'initiative de former un collectif d'anciens élèves de l'école pour essayer de venir en aide nos enfants qui sont dans cette école pour les pousser vers l'excellence. Ce geste, nous le faisons parce que tout simplement nous voulons œuvrer dans le sens de vouloir accompagner les jeunes dans le concept de Ubité Djangete, parce que nous savons tous que aujourd'hui nous on a tendance à dire Ubité Djangete, mais pour Ubité Djangete il faut que les enfants au moins soient dotés de fournitures. Donc c'est pourquoi nous autres nous avons pensé en tout cas à unir nos forces pour au moins essayer d'accompagner les jeunes en termes de fournitures pour qu'ils puissent au moins démarrer les études à temps. Quoi consiste l'appui, combien de kits, quelle est la valeur? Voilà, donc nous avons primé les 3 meilleurs élèves de chaque classe. Donc il y a 12 cours, donc ça fait au total 36 primés pour chaque édition. Nous avons ce que nous avons fait l'année dernière, cette année aussi nous avons récidivé la même chose. Nous avons primé 36 élèves à hauteur de chacun un kit. La valeur de ce que nous avons investi par rapport à ces kits-là, ça s'élève autour de peut-être 800 et quelques mille francs. Voilà ce que nous avons investi pour avoir ce matériel. En dehors de cette action, est-ce que l'association compte mener d'autres? Oui, on compte vraiment continuer à mener des actions pour accompagner cette école. Parce qu'après avoir tenu plusieurs réunions avec l'équipe pédagogique, ils nous ont en tout cas posé beaucoup de doléances. Donc nous sommes disposés à les accompagner. En tout cas, on va essayer de faire notre mieux pour travailler, voir comment il faut faire pour trouver, accompagner l'école dans tout ce que nous pourrons faire. Des doléances comme quoi, les tables? Oui, la dernière fois que nous avons discuté avec, en tout cas, ils nous ont posé une doléance qui était très très pour eux par rapport à toutes ces
une imprimante. Parce qu'ils nous disaient que pour faire les compositions, à chaque fois ils sont obligés de demander des cotisations aux enfants. Donc finalement les parents en ont marre. Donc ils nous ont vraiment posé cette doléance et nous avons trouvé que c'est une doléance qui est une urgence. En tout cas on s'attelle autour de ça. Inch'Allah, dans les prochains mois, on va se battre pour obtenir cette imprimante-là. Inch'Allah. Vous suivez le journal. Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. En conférence de presse, l'ancien premier des ministres Amadou Ba, par ailleurs leader du parti Nouvelle Responsabilité, a apporté des éclairages sur plusieurs sujets d'actualité. Il a également répondu aux critiques à son encontre. Depuis que les nouvelles autorités sont en place, il y a maintenant 6 mois, j'ai choisi librement de garder le silence. Mais un silence qui n'est pas du tout de l'indifférence. J'ai volontairement refusé de multiplier les interventions publiques pour leur laisser le temps de s'installer, de prendre connaissance des dossiers et surtout de présenter leur vision pour sortir le Sénégal des difficultés croissantes auxquelles il est confronté. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur l'élection présidentielle passée. Et je tiens tout d'abord à renouveler mes sincères remerciements aux Sénégalais et aux Sénégalaises qui m'ont accordé leur confiance. En tant que candidat de la majorité sortante, j'avais fait preuve de la plus grande loyauté. J'avais mené ce combat avec détermination, toujours guidé par l'intérêt supérieur de notre pays. Nous avions fondé notre démarche sur la paix, la stabilité et la concorde, des valeurs essentielles pour notre nation. Malgré les accusations grotesques de corruption des juges du Conseil constitutionnel et toutes les tentatives de déstabilisation, j'avais continué à agir avec droiture et fidélité à mes principes. Pour ma part, je n'ai jamais posé un seul acte de déloyauté. J'ai toujours respecté mes engagements et assumé mes responsabilités. Aujourd'hui, les Sénégalais savent qui a trahi qui. Tête de liste de la coalition Jamak Nyeri, il a invité les Sénégalais à ne pas se laisser tromper par des discours de division. Selon Amadou Ba, le gouvernement actuel manque de vision et de solutions concrètes face aux défis qui frappent le pays. Réécoutons-le. C'est dans ce contexte que je me tourne maintenant vers les élections législatives à venir. Et malgré tout ce qui s'est passé, j'ai fait le choix, pour l'intérêt supérieur du Sénégal, de m'engager dans cette nouvelle bataille, aux côtés d'autres partis politiques et d'autres coalitions. Cela inclut même notre ancienne coalition, où certains membres, lors de la présidentielle, avaient refusé de s'investir pleinement, voire même travailler contre le candidat de notre camp. Ce choix, je l'assume pleinement. C'est un sacrifice que j'accepte. Car au-delà des désaccords et des divergences personnelles, c'est l'avenir de notre pays qui doit toujours primer. Pour bâtir cette intercoalition, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour parvenir à un accord global, couvrant tous les départements. Malheureusement, les exigences divergentes des uns et des autres n'ont pas permis d'aboutir à un consensus total. Toutefois, nous avons réussi à conclure des accords partiels. Les discussions se poursuivent. Je compte bien respecter scrupuleusement mes engagements, car pour moi, la parole donnée est sacrée et l'intérêt de la nation reste au-dessus de toute autre considération. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, aujourd'hui, il est clair que nous sommes dirigés par un gouvernement qui n'arrive pas à prendre la pleine mesure des enjeux. Depuis son installation, qu'avons-nous vu du surplace, du pilotage à vue, des promesses sans lendemain, surtout l'absence de solutions concrètes pour répondre aux préoccupations urgentes de notre peuple. Et pendant ce temps, les problèmes persistent et s'aggravent. Amadou Ba, qui était en conférence de presse à l'UNSAR à travers l'Alliance pour le Sénégal, Antondongir Sénégal, propose une vision claire pour l'avenir du pays. Il aspire à une démocratie forte où chaque voix compte. Il y a de cela 2 années, face à un contexte politique qui était marqué par des défis majeurs de notre pays, avec une tension politique réelle qui était amplifiée par les effets de la géopolitique sous-régionale et mondiale. Oui, pendant cette période de 2023, ensemble, nous avions décidé de créer la CAP 2024.
Oui, chers amis, disais-je, nous étions retrouvés pour dire non à un cadre politique désuet, pour dire non à des pratiques politiques de notre âge, alors que le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise demande une démocratie active. Nous avons dit non à une confiscation de la démocratie sénégalaise. Chers amis, il y a de cela 2 ans, conscients de l'imminence de l'arrivée d'une nouvelle force sociale dans notre pays, nous avions lancé le 13 mai 2023 notre vision pour le Sénégal et nous avons annoncé les grandes lignes de notre projet de société. Puisque nous étions conscients que face à ces enjeux nouveaux, notre pays avait besoin de nouveaux instruments pour juguler cette crise, mais avait besoin surtout de réformes extrêmement profondes pour offrir à la jeunesse sénégalaise les millions d'emplois dont elle avait besoin. Chers amis, lorsque nous avons plus de 10 millions de jeunes, il est évident que ce sont des transformations comme une industrialisation poussée, accélérée, une agriculture résiliente, l'aménagement des centaines de milliers d'hectares, notre autosuffisance en riz, notre autosuffisance en huile, notre autosuffisance en tomates. Oui, ce sont des réformes profondes qu'il va falloir engager. Et nous l'avions annoncé le 13 mai 2023. Chers amis, cette convention nationale que nous avons tenue le 13 mai 2023, disais-je, avait comme slogan un Sénégal moderne, un Sénégal autosuffisant, connecté aux chaînes de valeur mondiales. Oui, nous avions dit que notre leitmotiv pour transformer le Sénégal était produire sur place, transformer sur place, consommer sur place et exporter. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 23 octobre 2024, l'info se poursuit sur la référence. Une réunion d'évaluation du Gamou et du Gamouat a été tenue par le comité directeur de la Jamiatou Ansaroudine du Sénégal. Un bilan satisfaisant a été présenté selon Cheikh Tidiane Gaye, rapporteur au micro de Gondjaï. Aujourd'hui, c'était une réunion du comité directeur de la Jamiatou Ansaroudine du Sénégal qui regroupe les groupements départementaux qui constituent le bureau national de la Jamiatou Ansaroudine. L'ordre du jour tournait autour de l'évaluation de l'organisation du Gamou et du Gamouat qu'on vient de boucler. Les gens avaient sollicité, les disciples avaient fait un appel de fonds, tout le monde a contribué, le Gamou est fini, ils ont fait le bilan. C'est ce bilan-là qui était présenté aujourd'hui au comité directeur, qu'il a approuvé. Vraiment, on en a profité pour discuter avec tout le monde, échanger avec tous les acteurs et les quelques erreurs matérielles qu'il y avait ont été corrigées. Donc le document final sorti de cette réunion est le document officiel du bilan de l'organisation du Gamou et du Gamouat de Medina Baye. Comme disait le président Cissé tout à l'heure, l'organisation du Gamou, c'est un travail que nous faisons au profit de notre guide Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu, qui célèbre l'anniversaire de la naissance de son bien-aimé. Mais nous aussi, en tant que disciples de Cheikh Ibrahim, nous nous acheminons vers l'anniversaire de la naissance de notre bien-aimé, qui se trouve être lui, le 15 Rajab, Inch'Allah ta'ala. C'est pourquoi le deuxième point portait sur les préparatifs de l'organisation du Gamou de Taïba. Comme structure dont les membres ont des mandats avec des dates de début et de fin, la fin du mandat des bureaux en cours étant le mois de décembre prochain, les gens ont discuté en troisième point des questions de renouvellement au niveau des groupements départementaux et bien sûr des renouvellements que l'on aura à faire pour le bureau national de la Jamiatou Ansaroudine et pour clôturer par un point divers dans lequel on a discuté des questions provenant d'ici et d'ailleurs parce qu'ici, tous les départements du Sénégal qui disposent de bureaux de la Jamiatou Ansaroudine sont présents aujourd'hui. Je vous le disais, en titre, source de pensée chez les philosophes, le rêve a une tradition dans l'islam. La nuit, difficile d'échapper au phénomène des rêves de toutes sortes. À Kaolack, suivons le reportage de Ndeye Fatou Cissé. Âgée d'une soixantaine d'années, peut-être même en deçà, Fatiam est une habitante du quartier Tchofak, trouvée devant sa boutique de produits cosmétiques. En cette période de chaleur, une glacière à côté d'elle. Elle vend également de l'eau fraîche. Fait-elle souvent des rêves? Oui, si on en croit en sa réponse. Mais depuis un certain temps, peut-être dû à l'âge, elle n'arrive plus, nous dit-elle, à se souvenir de ce dont elle a rêvé au réveil. Trouvé au marché central de Kaolack, Abdou Khadr a une opinion toute faite des rêves. Personne ne peut y échapper. Du moment où l'on est tenté de s'endormir, nous dit-il dans un rire.
Vendeur de café trouvé au niveau du caniveau des Gaules. Ce jeune homme fait également des rêves dont il ne se souvient plus au réveil. Il arrive même, nous confie-t-il, que ces rêves soient des cauchemars qui troublent sa tranquillité d'esprit au réveil. Ça arrive des fois, Le rêve, un sujet qui intéresse grandement les êtres humains. Si certains y décèlent souvent une part de vérité, un destin, un avenir, d'autres n'y voient qu'un rêve, quelque chose qui découle de leur esprit ou insufflé par d'autres forces obscures. D'autres encore qui y croient fermement ne cessent de chercher qui va leur interpréter leur rêve, quitte à être tourmentés ou apaisés. Actualité internationale. Sur l'international, Soudan, plus de 70 morts en 2 jours selon des groupes pro-démocrates et des secouristes bénévoles. Le pays est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre entre deux généraux. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Soudan, les forces paramilitaires ont attaqué des villages dans l'est de l'État d'El Gezira, faisant au moins 25 morts suite à la défection d'un officier de haut rang à Bois-Glakeikal, d'après des activistes. Cet officier, originaire de la région, avait jusqu'alors réussi à protéger les civils des violences. Un groupe de bénévoles nommé l'Observatoire central des droits humains a indiqué qu'au moins 7 villes et villages du secteur avaient été touchés par des attaques vengeresses en violation de tous les accords visant à protéger les civils et du droit international humanitaire. Depuis décembre, d'autres divisions des forces de sécurité soudanaises avaient déjà causé des destructions dans l'état agricole. Actualité internationale. Au Ghana, l'Assemblée nationale a suspendu ses travaux hier pour une durée indéterminée. Cette décision intervient à la suite d'un différend juridique concernant la décision du président du Parlement de déclarer vacant 4 sièges parlementaires. Actualité internationale. Au Kenya, la Haute Cour a commencé hier à examiner un recours du vice-président déchu Rigathi Gachagua contre sa destitution la semaine dernière. L'audience qui a été ajournée reprend aujourd'hui. Actualité internationale. En Tunisie, Ayachi Zamel, candidat malheureux à la présidentielle du 6 octobre, a écopé de nouvelles peines de prison. Il cumule désormais 31 ans pour des affaires liées au parrainage. Actualité internationale. L'armée israélienne a confirmé hier soir avoir éliminé Hachem Safieddine, successeur pressenti de Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah, dans une frappe sur Beyrouth début octobre. Hachem Safieddine est le chef du conseil exécutif du Hezbollah. Dans cette frappe, l'armée dit avoir tué aussi Ali Hussein Azima, un haut responsable du Hezbollah. Le groupe islamiste libanais n'a pas réagi immédiatement à cette annonce. Au moins 7 frappes israéliennes ont ciblé la banlieue sud de Beyrouth, suivant des appels à évacuer plusieurs quartiers. Actualité internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé hier Israël à tirer parti de la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza au moment où Israël multiplie les frappes au Liban contre le Hezbollah. Et sport. 12h33 à la plage de Djamalaï, une page sportive que nous ouvrons avec la CAN Beach Soccer qui se déroule actuellement en terre égyptienne. Le tableau des demi-finales de ce vendredi, Sénégal joue le pays hôte, l'Égypte, un remake de la finale de 2022, et Maroc joue la Mauritanie pour sa première participation en demi-finale. 3e journée Ligue des Champions. Hier, le PSG tenu en échec par le PSV Eindhoven, un but partout. Monaco écrase Étoile Rouge et Belgrade 5-1. Le Real Madrid lamine le Borussia Dortmund 5-2 avec un triplé de Vinicius Junior. Arsenal bat Shakhtar Donetsk 1-0. Juventus s'incline devant Stuttgart 0-1.
AC Milan bat Club Bruges 3-1. Aston Villa bat Bologne 2-0. Sturm Graz s'incline devant le Sporting Portugal 0-2. Girona bat Slovan 2-0. Ce soir à 16h45, Brest joue le Bayer Leverkusen. Atalanta Bergame joue le Celtic Glasgow. Atlético Madrid joue Lille. Le choc Berne, le choc FC Barcelone, Bayern Munich, Leipzig reçoit Liverpool à 19h, Man City reçoit Sparta Prague, Young Boys Berne reçoit Inter Milan, Benfica reçoit Feyenoord Rotterdam et Salzbourg reçoit Dynamo Zagreb. Basket local, tournoi montée D1 chez les dames ce soir à Maurice Ndiaye à 14h. Asuk Basket Club joue Nianing Basket Club, Excellence Basket Club joue Rufisque Basket Club, Espoir Maxi Basket Club joue USEPT Basket Club, Pekin Basket Club joue IAM Basket Club à 18h30. Ce sera à Maurice Ndiaye. Boxe, c'est bientôt la fin de cette compétition championnat d'Afrique de boxe qui se déroule actuellement à Kinshasa lors de la 4e journée des championnats d'Afrique de boxe. Le Sénégal n'a réussi qu'un seul combat, c'était le début des demi-finales au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et notons qu'en cette étape 5 boxeurs sénégalais étaient déjà éliminés par un effectif sur un effectif de 12 lions dont la tanière à Kinshasa. Le Sénégal décroche deux qualifications en finale. 12h36, tout de suite la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur quotidien, Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 3 minutes 12 par Ngoné Ndiaye. Bonjour et bienvenue. Arrestation de Bougane Gueye Dany, Sam Sekadou en mode gatsa et exige sa libération immédiate. Arrestation d'un candidat à la veille des élections législatives. La coalition Sam Sekadou dans plusieurs quotidiens parus ce matin s'indigne et parle d'une tentative de déstabilisation. L'Indépendant affiche à ce sujet. Sam Sekadou étrit le gouvernement face à cette situation. L'exclusif fait écho du cas Bougane qui s'internationalise. La virulente charge de Sam Sekadou à lire dans l'Info Quotidien. Bougane en danger à la MAC de Tambacounda. S'intéressant à la situation carcérale du leader de Gumsa Bopu. Teral Yenikay nous informe que Bougane partage sa cellule avec 48 co-détenus. Dans un communiqué reçu à la rédaction du même journal, le mouvement Gumsa Bopu les Djambar dans l'évidence alerte la société civile, les organisations de défense des droits humains et la communauté internationale. Le journal nous dit qu'il tire la sonnette d'alarme relativement aux conditions de détention inhumaines que subit leur leader Bougane Gueye Dany à la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda. Mauvaises conditions de détention de Bougane. Barthélémy Diaz et PDF dénoncent le paquetage de Bougane, rapporte le Dakarois. Pendant ce temps, le Forum du justiciable invite l'État du Sénégal à veiller sur l'intégrité physique de Bougane. Enfermé dans une cellule avec 48 détenus, Bougane Gueye Dany, otage du système, lit-on dans Dakar Times. Et s'agissant toujours des élections législatives anticipées du 17 novembre, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, interdit le port d'armes et de munitions jusqu'au 17 décembre, informe 24h Yenikay. Changeons de sujet et parlons de notre secteur. Dégradation de l'emploi au Sénégal. Les chiffres du mal s'exclame Rewmi Quotidien, journal dans lequel la DPE confirme la détérioration du secteur et note une baisse annuelle de 5,1% enregistrée. Dynamique de l'emploi au Sénégal en 2024. Grand Panel de son côté est revenu sur les chiffres alarmants du chômage avec une diminution de 5,1% de postes pourvus dans le secteur moderne, légère hausse de l'emploi dans le secteur tertiaire et un taux de chômage de plus de 20%. Système éducatif, on en parle dans cette revue des quotidiens. Baisse des bourses, grève du SAES. Le ministre de l'enseignement supérieur dans les quotidiens donne des assurances. Prodac, 9 domaines financés, seuls 2 fonctionnels. Yor Yenikay qui s'intéresse à ce sujet titre des milliards volatilisés, Mambaignan éclipsé. Inondation à Touba, le khalife général dit Mouride Serigne Mountakha Bassirou Mbacké construit 200 logements pour venir en aide les sinistrés. Tournoi IFOA U17 terminant en sport, victoire contre le Liban
Libéria. Les Lionceaux démarrent avec brio. CAN Beach Soccer, dernière note, qualifié en demi-finale après avoir battu le Mozambique. Le Sénégal et l'Égypte se retrouvent pour un nouveau choc. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera à Wolof avec Mariam Ba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Ouverture de la saison touristique. Un premier vol de 150 touristes a foulé le tarmac de l'aéroport international du Cap Skirring. Et l'aéroport de Ziguinchor sera bientôt livré. Les travaux sont réalisés à 95% selon le directeur général de l'AIBD. Lancement officiel des opérations de production de l'usine Sonacos Ziguinchor, 2 ans après l'arrêt de ses activités, avec une ambition de faire un volume que la Sonacos n'a jamais fait au Sénégal. Le rêve, source de pensée chez les philosophes, la tradition musulmane la plus orthodoxe considère le rêve comme un message divin. La nuit, difficile d'échapper au phénomène des rêves. Vous avez suivi le reportage d'Ndeye Fatou Sissé. En deuxième partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellent sous des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.